Parfait. Génial. Alors, nous y voilà. Nous sommes le jeudi 12 mai. Il est 16h GMT, heure d'Abidjan. Et j'ai l'immense plaisir de poursuivre cette belle aventure du Talk by Perf & Go. Le Talk by Perf & Go, c'est 60 minutes d'échange, de conversation avec un dirigeant. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Gilda Nzouba. Gilda, bonjour et merci d'être là. Bonjour Emmanuel, merci à toi et merci à Perf & Go. Je continue rapidement mon introduction avant de te présenter, Gilda, si tu veux bien. Le Talk by Perf & Go, on a démarré ça il y a plus d'un an maintenant et c'est une manière magnifique de se relationner avec notre communauté, d'apporter de la valeur et d'apporter l'expérience, le regard, la pratique de dirigeants, de professionnels qui ont une belle expérience managériale, une belle expérience en termes de prise de décision et de regard stratégique sur leur organisation. Perf & Go, c'est une filiale du groupe Sparkmetrics. Sparkmetrics, conseil en management et coaching, stratégique et business. Et Perf & Go adresse des sujets plus spécifiquement liés au capital humain, évaluation des compétences, développement des compétences, recrutement, mobilité, succession, avec un regard très analytique sur ces sujets. Et donc, dans notre stratégie de partage, tout simplement, on reçoit une fois par mois à peu près, à l'intérieur de ce talk, un invité qui a beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui, pendant 60 minutes, et je tiens à le dire, on va essayer de s'y tenir parce que votre temps est précieux. On vous remercie de votre présence. On est déjà 30 à être présents. On va recevoir Monsieur Gilda Nzouba, donc le directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire. Gilda, je te remercie beaucoup d'être là. Écoute, merci à toi encore une fois. Merci à toi et bonsoir à tous. Et nous allons ensemble, Gilda, si tu veux bien, avoir un échange, une discussion sur la place, le rôle et l'évolution de cette notion si importante du capital humain dans l'organisation. Alors pour ça, ce que je te propose, c'est de faire connaissance avec toi, puisque c'est principalement toi qui vas parler. Moi, je vais me contenter de modérer et de relancer les sujets qui peuvent être qui nous semblent pertinents ensemble. Et donc pour cela, on va faire connaissance avec toi et je te propose de te présenter peut-être en nous donnant les grandes étapes de ton parcours professionnel et managérial, puisque la notion de management est au cœur évidemment de l'idée de people dans l'organisation. Et donc, on va commencer sur un premier bloc autour de toi et de ton parcours. On continuera ensuite sur la dimension stratégique et comment aujourd'hui, toi, en tant que dirigeant de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire, tu la développes et tu la pratiques. Et puis ensuite, on aura un regard plus spécifique sur la fonction RH et les enjeux qu'elle doit porter, adresser pour justement se positionner de manière forte et à forte valeur ajoutée pour l'organisation. À l'intérieur de tout ça, on est ouvert aux questions. S'il vous plaît, partagez, utilisez la discussion. Notre community manager est là pour cela et je vous propose de démarrer. Donc, la conversation est lancée. Gilda, à nouveau, bienvenue et nous souhaitons faire ta connaissance. Écoute, merci encore. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de la formation, ça commence à être un peu vieux, mais je suis de formation économie, risk management, assurance et actuariat, des mathématiques appliquées à l'assurance. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même assez éloigné du sujet, a priori, du sujet pour lequel on est là tous ensemble aujourd'hui. Alors, par contre, en termes de parcours, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue, j'ai commencé mon parcours par le conseil en stratégie, en organisation, et après le conseil en rémunération et avantages sociaux sur le marché français. Et ça couvre à peu près la période 2004-2010. Et pendant toute cette période, si tu veux, j'ai été en contact, du fait de la matière sur laquelle j'étais, j'ai été en contact avec de nombreuses directions des ressources humaines, que ce soit en traitant du sujet organisation, puis après des sujets de rémunération et avantages sociaux. Et ce que je retire en fait de cette période-là de ma carrière,
du point de vue de la fonction elle-même et peut-être du rôle de la fonction, je pourrais classer en fait les DRH, et Dieu sait que j'en ai rencontré un certain nombre à cette époque, en trois grandes catégories. Et ces trois grandes catégories sont quasiment fonction en fait des industries dans lesquelles ils opéraient. La première catégorie sont les DRH de l'industrie, industrie lourde, industrie automobile, etc. Et le focus principal de ces DRH-là, avec le recul, c'était le dialogue social. Parce qu'effectivement, si on se prend une grève dans une usine de 1000 ouvriers, en termes de production, ça peut poser un petit problème. Donc, le dialogue social était vraiment au cœur de l'activité de ces DRH-là. L'autre catégorie, ce sont les DRH du secteur retail et ce qu'on appelle les FMCG, Fast Moving Consumer Goods, donc les supermarchés, des choses comme ça. Et là, on a effectivement des staffs très, très importants et le focus principal en fait de ces DRH-là, c'était la planification du staff. Le permanent, le non permanent, comment je fais évoluer en fait les staffs de la société sur les différentes échelles et ainsi de suite. Et dernière catégorie, les DRH plutôt des secteurs de type luxe ou conseil, où là, en fait, on n'est pas sur des effectifs très importants et en plus, on est plutôt en moyenne, on va dire, sur des effectifs CSP+, CSP++ en termes de diplômés. Et le focus, en fait, à ce niveau-là, il était plutôt orienté sur deux points, la recherche, la captation de talents, donc de compétences très, très spécifiques, très pointues, fortement valorisées, et leur maintien, en fait. Et donc, avec toute l'architecture qui va autour pour pouvoir maintenir ça. Donc, bonne expérience qui m'a permis, en fait, de capter, on va dire, trois dimensions de ce que peut être la fonction RH, de là où je me situais, moi, en tant que consultant. Puis après, j'ai eu une deuxième phase de carrière où j'ai voulu quitter le conseil pour venir en industrie. Parce que le conseil, c'est bien, on fait des recommandations, mais parfois, on ne sait pas trop si les recommandations, ça marche. Ça a duré combien de temps, Gilda? Tu m'as dit 2004-2010? 2004-2010, voilà, exactement. D'accord. Et ensuite, j'ai voulu venir en industrie, étant de formation assureur, naturellement le secteur de l'assurance, et j'ai quitté la France pour rentrer au Gabon. Et il y a une deuxième phase là, de 2010 à peu près à 2018, je dirais, qui s'est passée entre le Gabon, le Togo et la Côte d'Ivoire, trois pays différents, où j'ai été là pour le coup dans la pratique, dans le début de la pratique, à trois échelles différentes. Et les échelles ont beaucoup de sens. Une première échelle où je dirigeais à peu près, où je manageais à peu près entre 15 et 20 collaborateurs au Gabon. Une deuxième étape où là, on est passé à 50 à peu près au Togo, avec un premier shift. Je suis gabonais d'origine et je passais quand même beaucoup de temps en France. Et puis là, je passe dans un pays, le Togo, l'Afrique de l'Ouest, etc. Un premier shift qui m'a permis de me rendre compte que le management culturel avait un sens. On dit, voilà, vas-y, je t'en prie. Non, mais on reviendra dessus parce que lorsqu'on a préparé, on a abordé ce sujet du management culturel et j'en parle parce que nous, ça nous touche beaucoup dans notre job parce que c'est aussi ce que l'on apporte en accompagnement, notamment sur des dirigeants qui viennent de l'extérieur. Mais tu avais une idée ou une approche du management culturel qui te paraissait un peu abstraite ou tu pensais que c'était un sujet un peu abstrait, me semble-t-il, Complètement. jusqu'à ce que, en fait, ça te frappe de plein fouet d'une certaine manière. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu penses que ça a évolué ou comment tu vois ça? Alors justement, sur ce sujet du management culturel, je pense que quand on est dans son environnement natif, on ne le perçoit pas. Mais dès qu'on est sorti en fait de cette zone de confort qui est son environnement natif, on se rend compte que selon les environnements, il y a un certain nombre de codes qui sont différents. Alors, il faut le percevoir très vite, parce qu'en l'occurrence, je pense que mon étape Togo, d'un point de vue managérial, a été un peu difficile. Et il faut pouvoir retenir les leçons en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que ça a été un tout petit peu difficile? Et puis donc dans cette période-là, à peu près une cinquantaine de collaborateurs. Et 50, c'est déjà différent de 20. On s'en rend pas compte, mais il y a déjà une certaine différence. Mais les choses se gèrent encore on peut encore gérer tout ça un peu en bon père de famille, en ayant beaucoup de relations et d'échanges interpersonnels. Comme je dis souvent. Excuse-moi, tu peux décrire justement ce point de difficulté dont tu parles? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager qui est vraiment de l'ordre du pratique en termes
de communication, en termes de prise de décision, en termes, voilà, quelles sont les évidences d'un côté et les non et ce à quoi il faut s'adapter de l'autre? Est-ce que tu peux nous rappeler quelque chose que tu as vécu pour qu'on comprenne ce que tu as vécu? De manière très concrète, encore une fois, je viens du Gabon. L'Afrique centrale, on a des modes de communication qui parfois peuvent être un peu plus frontaux que ce qui peut se passer dans d'autres géographies. Et notamment au Togo, il n'y a pas de jugement de valeur du tout, hein, entendons-nous bien. Et au Togo, par exemple, la communication est un peu plus, comment je vais dire, c'est madré. Les rapports sont assez madrés. On ne va pas dans le frontal, on laisse beaucoup suggérer, entendre, etc. Ce qui fait qu'une communication un peu frontale peut heurter en fait, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de heurter. C'est un exemple parmi d'autres, hein, et je pourrais en avoir. Ou pareil, je pense que on peut avoir un côté très orienté résultat, performance, etc. Et parfois, on en oublie que pour atteindre un résultat ou pour être performant, il faut engager des moyens, il faut potentiellement engager ces moyens d'une certaine manière, en fait. Le faire aux États-Unis avec des gens qui prennent une semaine de vacances par an, ça n'a rien à voir avec le faire en France où on a 5 ou 6 semaines de congé, plus les RTT, etc. etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont parfois codifiés de manière formelle, mais souvent qu'ils le sont de manière informelle. Et l'autre élément, en fait, si tu veux, par rapport au fait d'avoir 20 collaborateurs et 50 collaborateurs ensuite, mais j'ai envie de dire, c'est presque sociologique. On est sur des échelles pour lesquelles, pour faire simple, on connaît le collaborateur, son conjoint ou sa conjointe, on connaît le nom de ses enfants, on sait même qui sont ses parents. Enfin, voilà, on est plus dans une gestion un peu de clan, quasiment. Et puis après, le troisième step, en fait, pendant cette période de 2015-16 à 2018, ça a été d'atteindre, gérer 80 collaborateurs, et puis dans un autre environnement encore. Et là, le takeaway, ou en tout cas l'information importante que j'ai pu capter, c'est que justement, pour pouvoir embarquer une équipe de 20 n'a rien à voir avec le fait d'embarquer une équipe de 100. Parce que la communication que l'on a est totalement différente. Avec une équipe de 20, on peut tous les voir dans la même journée en tant que dirigeant. Et on peut même tous les voir plusieurs fois dans la même journée. Avec une équipe qui commence à atteindre des centaines, voire au-delà, et on peut faire une semaine sans voir un tiers, deux tiers de ces équipes. Et pour autant, il faut être en capacité de les engager tous à peu près de la même manière. Puis la dernière étape, c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui, de dirigeant plein et entier, je vais dire, donc directeur général adjoint, puis directeur général. Et en fait, au bout d'un peu plus de 15 ans de carrière et tout ce que je viens de vous raconter, ça fait beaucoup de matière. Quelles sont les briques en fait qui peuvent faire la fonction RH? On a parlé de dialogue social, on a parlé de planification du staff, on a parlé de gestion de talent, tous ces éléments-là. Donc, j'ai pu embarquer tout ça pendant une bonne période. Et puis également, quelle est la nature en fait des relations que l'on peut tisser, que l'on peut construire dans l'organisation pour s'assurer qu'on en engage tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en plein dans cette pratique-là. Et il y a quand même quelque chose de commun, ou qui devrait être commun à tout ça. C'est ce que je vais appeler l'infrastructure RH. Par infrastructure RH, j'entends en gros 3 briques. La première brique, c'est quels sont les processus RH qui existent dans l'organisation. Quand on est sur une organisation de 10, 15, 20 personnes, le recrutement, il est très moyennement formalisé. Voilà, c'est un peu de bouche à oreille, on fait des entretiens d'une certaine manière, et puis paf, ça va, et on avance. Quand on est sur une organisation un peu plus grande, il faut que ce process soit écrit, structuré, contrôlable, réplicable, etc., etc. C'est le premier élément d'infrastructure RH qui doit pouvoir exister et puis adapter en fait en fonction de la taille de l'organisation et des enjeux de l'organisation. Le deuxième élément d'infrastructure RH qui sous-tend un peu les sujets que l'on va sans doute discuter un peu après, c'est toute la partie rémunération et avantages sociaux, la rétribution du travail. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Comment est-ce que tout cela est articulé? Là encore, sur une organisation de petite taille, j'ai envie de dire, la rémunération, elle se discute directement avec le dirigeant, et puis bon, voilà, on gère un peu comme on veut. Mais quand on commence à arriver à une certaine dimension, il faut que ce soit codifié, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit structuré, il faut que ça reste équitable et juste
tout en étant assez statique, en fait. Et quand on bouge quelque chose, ben, on bouge l'ensemble, on ne bouge pas juste un individu. Et puis le dernier élément qui est fondamental, bah, c'est la performance, comment on gère la performance, comment on rétribue la performance. Et là aussi, je pense qu'il y a une sorte d'échelle comme ça qui fait que l'on part de quelque chose de relativement individualisé, un peu subjectif, parce qu'on est dans cette gestion un peu clanique sans être péjoratif. On gère vraiment une petite communauté, une petite tribu. Et puis, quand on commence à gérer une organisation un peu plus large, bah déjà la performance doit être structurée, documentée. Tu parlais d'analytique tout à l'heure, bah, il faut pouvoir avoir des éléments de mesure de la performance. Et ensuite, il faut pouvoir traduire cette mesure de la performance en incentive, en rétribution. Et il faut que ces trois éléments d'infrastructure RH, processus, rémunération, avantages sociaux, rémunération de la performance, soient assez stables et structurés, tout en étant adaptés à la taille de l'organisation, à l'environnement dans lequel on est, etc. Parfait, excellent. Je pense que tu nous as à travers ces trois grands, en tout cas, blocs dans le temps, cette chronologie en trois étapes, on a bien compris comment tu avais structuré ton regard, ta construction professionnelle avec ce lien particulier sur justement la fonction ressources humaines. Et là, tu viens de rentrer dans quelque chose déjà de plus structuré en termes de vision. Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit avant. Enfin, non, je fais le lien. Tu parles de trois dimensions fortes, hein, les processus, rémunération, avantages sociaux, évidemment la performance. On se rend compte en fait que le métier ou de professionnel du capital humain ou des ressources humaines est un métier ultra exigeant qui demande énormément de savoir, qui demande beaucoup de capacités. En tout cas, c'est comme ça que je le vois si je te prends tu vois, un peu au pied de la lettre de ce que tu viens de décrire. En face, on a, en tout cas, dans le contexte que nous, on connaît et que tu connais aussi bien que nous, on a certes des fonctions RH qui se structurent, qui se consolident, mais on a parfois l'impression d'avoir un décalage entre ce que tu viens de dire et la capacité et opérationnelle et stratégique de cette fonction RH. Et donc, si je comprends bien, le relais, il est le relais aujourd'hui, la direction générale que tu représentes, est un relais très fort pour pouvoir mener à bien ces trois dimensions que tu as décrites. Comment tu analyses aujourd'hui, justement, alors de manière sectorielle, donc on va parler de notre contexte ouest-africain ou africain plus largement si tu le souhaites, mais on voit que ça reste parlant pour nous et la majeure partie des participants qui sont là, que je salue et que je remercie. Merci à vous tous d'être là. Comment est-ce que tu analyses justement ce rapport entre cette infrastructure mûre, mature, nécessaire aujourd'hui pour une organisation qui croît dans un environnement concurrentiel et la réalité, ce qu'on trouve, et est-ce qu'il y a des écarts forts entre secteurs d'activité, ce qui pourrait induire que certains secteurs attirent peut-être les professionnels les plus matures ou ceux qui ont une expérience plus diverse. Comment est-ce que tu analyses ça aujourd'hui et on le rapportera ensuite évidemment à ton secteur financier, assurance, voilà. Alors, très clairement, il y a pour mettre les pieds dans le plat et après on va l'analyser. Il y a un décalage, c'est évident. Si je prends le cas de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire, et je vois certains collègues qui sont là, je pense qu'ils vont se rappeler qu'il y a quelques années, et c'est pas si loin que ça, hein, on est en train de parler de 2016-2017, on avait un service ressources humaines qui était sous deux directions, donc très éloigné de la direction générale. Et autre élément, mais qui est même un élément historique en fait de notre environnement, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'aujourd'hui on appelle ressources humaines s'appelait service du personnel. Et puis, dans le service du personnel, on faisait de la paye, on gérait les avances, on gérait les congés, très schématiquement. Il est clair qu'aujourd'hui, toutes les industries n'ont pas encore tout à fait évolué vers cette organisation, donc avec les trois briques hein, dont on a parlé tout à l'heure, et on peut même en rajouter une autre qui va être le développement RH, tout ce qui est formation, gestion de carrière, etc., qui se rajoute aux trois que j'évoquais. D'un point de vue sectoriel, et je pense que j'espère qu'il y a des personnes venant d'environnements, d'industries différentes,
en fait, si on regarde un tout petit peu autour de nous, pareil, je pense qu'il y a plusieurs types d'industries. Il y a des secteurs d'activité, on va être par exemple dans les mines ou des secteurs comme ça, très fortement consommateurs de main-d'œuvre moyennement qualifiée, on va dire. On n'est encore pas très loin de la gestion du personnel. Parce qu'on gère du flux, on gère beaucoup de mouvements de paye, de mouvements d'avance, etc., etc., etc. Et puis à l'opposé, vous avez des secteurs d'activité, on va dire, de très très haut niveau d'un point de vue technologique très souvent. Les telcos, vous trouvez ça dans certaines multinationales pour le coup orientées FMCG. Quand vous allez regarder en fait comment ils sont organisés au niveau de la fonction ressources humaines, capital humain, vous retrouvez en fait ces différentes spécialités. Et j'utilise le mot spécialité à dessein. C'est-à-dire que vous allez retrouver des collaborateurs qui ne font que de la rémunération et des avantages sociaux. Et pour vous dire, par exemple, il y a quelques assureurs qui sont connectés. Il y a des grands groupes internationaux dans le pétrole ou autre, où le responsable rémunération et avantages sociaux est un actuaire même, parce qu'il y a des sujets de retraite complémentaires, il y a des sujets d'assurance santé, et on prend un technicien de l'assurance, il y a des actuaires. Et on retrouve donc cette organisation, tout un département en charge des avantages sociaux et de la rémunération, tout un département en charge du développement RH, un autre en charge de tout ce qui est paye, etc., etc. Si on ramène ça un peu à l'industrie des services financiers et de l'assurance, je pense que nous sommes en train de faire notre transformation au niveau de la fonction ressources humaines et capital humain. On verra un peu tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette évolution de vocable. Je disais tout à l'heure, il y a plusieurs collègues qui sont connectés. Il y a quelques années, on avait un service ressources humaines en dessous de deux directions, avec deux collaborateurs. On a fait plusieurs choses. On a repositionné déjà dans un premier temps la fonction, on l'a rattachée directement en fait à la direction générale. Ensuite, on l'a fait monter d'un cran, et je pense qu'on va la faire monter d'un deuxième cran dans un certain horizon, en faire un département, une direction, pour pouvoir la positionner à un niveau beaucoup plus stratégique. Et en interne, dans le périmètre, effectivement, on a structuré, et on est encore en train de structurer pour s'assurer que l'on couvre en fait l'ensemble des processus liés à de la paye, liés à de la rémunération, liés au développement RH, à la formation, etc., etc. Mais il y a un préalable, en fait, si vous voulez, un peu à tout ça, et j'espère qu'il y a beaucoup de professionnels du capital humain qui sont connectés avec nous. Il y a certains préalables. Effectivement, quand on est en service du personnel, on ne s'intéresse pas beaucoup au secteur d'activité dans lequel on est, à l'environnement économique. On gère des payes. La stratégie de l'entreprise, très souvent, c'est un peu flou. Et en termes de culture d'entreprise, on la subit plutôt que d'en être acteur. Et le préalable, en fait, pour pouvoir repositionner et se repositionner, là, je m'adresse directement à mes collègues de la fonction capital humain, pour pouvoir se repositionner en fonction stratégique et être, du coup, mieux organisé par la suite, c'est déjà de s'intéresser véritablement à l'environnement dans lequel on est. Qui sont mes concurrents? Comment évolue mon marché? Quels sont les produits, les services, les technologies qui sont en train de se développer? Pourquoi? Il faut le comprendre, en fait. Parce que si on ne le comprend pas, on n'est pas capable de déterminer quelles sont les compétences qu'il faut mettre en face, pour faire très simple. Pour comprendre son environnement. Deuxièmement, il faut parfaitement comprendre la stratégie de son entreprise et les autres métiers. Il faut savoir ce que font les collègues, étant donné que c'est nous qui sommes un peu en charge de finalement leur apporter les ressources. Je vais d'abord utiliser ressources pour le moment, leur apporter les ressources nécessaires pour pouvoir développer leurs activités. Et le dernier point, c'est qu'il faut être plus que partie prenante, il faut même être le catalyseur de la culture d'entreprise. Donc voilà un peu la petite analyse que j'en fais. Ce que tu décrivais, c'est cette fameuse notion, alors je ne sais pas si c'est une notion ou même maintenant une fonction qu'on appelle HRBP, le fameux business partner qui est arrivé maintenant il y a 15 ans et qui s'est intégré c'est bien ce que tu décris là, c'est cette capacité vraiment à avoir une valeur ajoutée du fait de se connecter aux enjeux sectoriels, aux enjeux business de l'organisation. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Avoir vraiment une sorte de rôle pivot en fait en réalité dans l'organisation.
Et permets-moi de revenir un peu sur mes différentes expériences. Oui, Les trois catégories de DRH que je citais tout à l'heure, euh, selon qu'ils le fassent bien ou moins bien, je peux t'assurer que c'était quasiment les numéros 2 dans certaines entreprises. Je me rappelle d'une DRH dans le secteur du retail, et j'étais en mission, donc j'étais à un étage de direction. Je peux t'assurer, elle arrivait toujours avec un léger décalage par rapport à ses autres collègues directeurs. Et en plus, elle se parfumait au Chanel numéro 5, mais exprès à l'excès. Et je peux d'accord. t'assurer que quand elle arrivait, tu peux être en réunion avec un autre directeur, il entend les pas et les effluves de Chanel numéro 5, il se fige littéralement parce qu'elle avait énormément de pouvoir en fait dans l'organisation, parce que justement, elle connaissait les métiers, elle connaissait l'environnement et elle était capable d'accompagner la direction générale à prendre les bonnes décisions qui pouvaient avoir un impact plus ou moins positif sur les autres directeurs. Donc, si tu veux, il y en a comme ça qui, parce qu'ils arrivent à parfaitement capter toutes ces dimensions-là, deviennent de vrais poids lourds dans l'organisation. Et je pense que c'est vers ça que devraient essayer de tendre en fait les collègues qui sont en charge des fonctions capital humain. D'accord. Et Il ne faut donc, pas terroriser les collègues, hein, mais il faut peser terrorisé dans l'organisation. par Chanel numéro 5, et donc tous ces directeurs ont demandé à leur épouse de changer de parfum. Probablement. Probablement. Non, mais c'est très intéressant parce que tu dis au fond qu'il y a a priori, en tout cas, il y a dans la consolidation de l'architecture RH, il y a à un moment donné, il faut avoir des spécialistes, il faut avoir des gens qui maîtrisent parfaitement leur sujet sur les quatre volets. Hein. On a parlé des process, de la rémunération, de la performance, du développement RH, formation, développement des compétences. À chaque fois, il y a un canal d'expertise et de savoir-faire. Pour autant, de manière transversale, à partir du moment où on est dans ce creuset-là de la prise de décision du capital humain, il faut aussi savoir se nourrir de la culture, aussi se nourrir de la culture business, des enjeux sectoriels, etc. Donc ça fait beaucoup pour Exactement un ça. seul homme, ça fait beaucoup pour même parfois une équipe. On en revient à ma question initiale. Initiale, la dynamique que l'on est en train d'avoir, est-ce que tu vois justement des maturités diverses en fonction des secteurs? Est-ce que même tu peux parler de toi qui as bougé entre l'Europe et certaines parties de l'Afrique, comment tu vois ces choses-là? Enfin voilà, n'hésite pas à nous Oui, donner ton analyse large là-dessus. non, très clairement, il y a, si on parle d'Afrique aujourd'hui et de l'industrie financière de manière générale, il y a une bonne dynamique qui est engagée. L'industrie financière, la banque, par exemple, a clairement un temps d'avance par rapport à nous. Je vais pas citer de nom, Ok, mais il y a quelques groupes bancaires dans lesquels l'équipe RH est vraiment très robuste. Tous ces éléments d'infrastructure qu'on a évoqués sont très denses, sont extrêmement bien structurés. Et ça se sent dans les performances en fait de ces banques-là. Et c'est ça qui est important, c'est que tous ces éléments d'infrastructure dont on parle, cette capacité des responsables de la fonction à se connecter aux trois éléments qu'on a évoqués, on le ressent sur la performance de l'organisation dans sa globalité. Et je pense même que certains de ces établissements financiers, pour bien les connaître, sont véritablement allés chercher des directeurs ressources humaines, groupes ou régions dans d'autres industries plus matures. Et c'est l'arrivée en fait de ces collaborateurs qui a tiré vers le haut l'ensemble de l'organisation. Et on se rapproche aujourd'hui des standards en fait internationaux, européens dans ces organisations-là. Dans le secteur de l'assurance, je pense que nous sommes au début en fait de la réflexion. En tout cas, allez, de manière globale, on est au début de la réflexion et sans nous jeter de fleurs, je pense que potentiellement au niveau de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire, on a déjà dépassé un tout petit peu cette étape de réflexion et on est dans une structuration déjà un peu plus robuste. Il y a sans doute un peu de travail à fournir encore sur la montée en compétences générales pour vraiment embrasser ces spécialités et s'outiller pleinement, mais la dynamique, elle est là. Et oui, on est encore assez éloigné de ce qui peut se faire ailleurs, des standards, mais la direction est bonne. Et plus globalement, je pense que, et c'est ça peut-être le driver de la transformation de la fonction capital humain, avant d'arriver au capital humain lui-même. Le driver de la transformation de la fonction, c'est la concurrence. Je fais très simple. C'est que dès lors qu'on se retrouve sur des marchés très concurrentiels,
dès lors qu'on se retrouve sur des marchés, des secteurs où on se rend compte enfin, j'ai envie de dire, que on peut avoir tout ce que l'on veut, si on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit, en fait, on ne crée pas de valeur. Tout de suite, cet effet, tous ces facteurs exogènes nous emmènent à nous dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher les bons talents, les bonnes personnes qui vont porter la croissance. Et comme la concurrence tend à s'intensifier, quel que soit le secteur, fatalement, les différentes industries en Afrique, banques, telco, distribution, etc., sont obligées en fait de mettre en place toutes ces organisations. Alors, avant d'aller, effectivement, avant de continuer peut-être sur cette dimension du capital humain en tant que tel et donc les enjeux de sourcing, de onboarding, d'expérience collaborateur qui sont liés directement à ce que tu décris, hein, à un environnement de plus en plus concurrentiel. Et puis, on en parlera, mais évidemment, la transformation digitale, les opportunités que ça représente, avec donc des secteurs qui créent de nouveaux métiers. Donc, on va en parler, mais avant ça, faut juste rester sur ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant et que tu me donnes donc cette idée de place et de structuration du capital humain, la position de l'actionnariat, la position d'un conseil d'administration. Comment est-ce que tu as vu ça évoluer aujourd'hui avec une complexité croissante et une reconnaissance croissante de maîtriser les différents axes de la gestion et du développement du capital humain? Comment est-ce que ces conseils d'administration que tu côtoies, s'approprient et eux-mêmes, comment ils se structurent pour pouvoir adresser et prendre les décisions plus rapidement, avec peut-être plus d'audace et évidemment de la maîtrise, mais voilà, comment est-ce que tu vois ça? Parce qu'il faut avancer de plus en plus vite. Alors là-dessus, je vais peut-être commencer par l'inverse. Comment est-ce que les uns et les autres ont commencé ou essayent de se structurer? Avoir quelques conseils d'administration dans lesquels je suis, en plus du mien, auquel je reporte. Il y a en gros plusieurs approches. Déjà, un peu le propos qu'on tenait juste avant, l'environnement concurrentiel fait que on se rend compte que pour pouvoir performer, il faut avoir les bonnes personnes. Donc ça a été un peu lent, je pense, au niveau des conseils d'administration, de comprendre en fait le lien immédiat qu'il peut y avoir entre les chiffres. On n'est pas juste là pour regarder des sujets de profitabilité et autres, mais ces chiffres, ils ne se font pas tout seuls. Et quand il y a une contre-performance, c'est pas nécessairement parce que le prix des matières premières a baissé. Il peut être le même. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à vendre. Qu'est-ce qui se passe? On produit moins bien, etc. Donc les conseils d'administration ont progressé clairement sur ce sujet-là, mais assez lentement, il faut bien l'avouer, et à des vitesses différentes selon les secteurs. C'est pour toujours rester un peu dans cette approche un peu sectorielle. Ceci étant dit, en évoluant et en comprenant de mieux en mieux en fait la nécessité de piloter, de comprendre en fait ce qui se passe au niveau du capital humain, deux approches sont visibles. J'ai été dans certains conseils d'administration où clairement il y a un point, quand on fait le rapport d'activité de la société, il y a un point spécifique sur le sujet du capital humain. Et là, j'ai pu observer parfois des DRH qui sont invités à ce moment-là de la réunion du conseil d'administration pour pouvoir échanger directement avec le conseil d'administration. C'est-à-dire que c'est même plus le directeur général qui présente ce point-là, mais le DRH qui vient et qui échange directement avec le conseil d'administration. Et puis, il y a un cas qui, à mon avis, est plus structuré, mais aussi beaucoup plus exigeant et plus lourd à mettre en œuvre, qui est un peu le nôtre, parce que nous avons créé en fait un comité spécialisé qui répond directement au conseil d'administration, comité ressources humaines et rémunération, qui est en fait auquel le conseil a délégué en fait une partie de ses pouvoirs, qui est composé de 3 administrateurs. Et là, la direction générale et les ressources humaines viennent faire un point très régulier, prennent des instructions, prennent des orientations, implémentent un certain nombre de recommandations. Et les travaux de ce comité sont rendus au niveau du conseil d'administration. Et cette approche très structurée fait que, d'abord, vous êtes strictement obligé à chaque conseil d'administration d'évoquer le point du capital humain, et vous êtes obligé de rendre des comptes sur la manière dont vous implémentez en fait toutes les décisions qui ont été prises. Donc, il y a un gain de maturité très évident en termes de gouvernance au niveau des conseils d'administration, même s'il reste encore pas mal à faire.
faut jamais oublier, le conseil d'administration est une émanation de l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, à la fin, il faut quand même leur tenir un discours, même du point de vue capital humain, qui leur garantisse que la profitabilité et la rentabilité restent au rendez-vous. Mais voilà, il y a une accélération en termes de maturité des conseils d'administration et c'est une bonne chose. Et c'est une opportunité, encore une fois, pour la fonction capital humain parce que ça y est, il y a de l'écoute de la part des plus hautes instances dirigeantes de l'entreprise. Alors, on l'a décrit, tu l'as bien analysé un peu en fil rouge, mais là, on voit bien qu'on a parlé du conseil d'administration, enfin, de manière globale, la gouvernance de l'organisation, ensuite la direction générale et un CODIR, et puis les fonctions opérationnelles, mais qui doivent évidemment développer, ou en tout cas adhérer et s'engager aussi derrière la stratégie et la culture de l'organisation. Tu dis, si j'entends bien, que de plus en plus et de mieux en mieux, les conditions sont réunies. En tout cas, toi, c'est ce que tu nous renvoies en tant que construction et choix de décideurs et de dirigeants, de créer des conditions au niveau du CA, au niveau de la direction générale, au niveau du fonctionnement de la fonction elle-même, pour que on puisse prendre des décisions plus rapidement, plus en maîtrise, en faisant remonter de la donnée, en parlant de l'infrastructure et en la consolidant. Donc, c'est créer les conditions pour cela et en termes de gouvernance et en termes aussi de collaboration, de travail opérationnel. À l'intérieur de ça, si ça s'est réuni aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup, nous, les professionnels des ressources humaines, et on va regarder les questions là, on va faire une première petite pause question, on va voir ce qui se passe. Mais comment j'influence moi, mon dirigeant, comment j'influence moi indirectement le conseil d'administration sur mes sujets, sur faire avancer des dossiers plus rapidement, que ce soit encore une fois de la rémunération, que ce soit de la formation. On entend malgré tout encore cette idée que c'est difficile de se faire entendre. Et donc, qu'est-ce que toi et tu attends aujourd'hui d'un professionnel RH pour qu'il sache profiter, qu'il sache tirer parti justement de conditions structurelles qui se mettent en place de plus en plus dans les sociétés. Comment lui, il doit progresser finalement, comment lui, il doit évoluer pour venir matcher cette volonté stratégique de mieux structurer la prise de décision. Qu'est-ce que tu peux dire de manière très directe et de ta pratique et de ta connaissance du contexte? Deux choses. La petite histoire que je racontais sur les 3 catégories de DRH tout à l'heure, elle doit faire ressortir en fait l'idée que c'est les meilleurs performeurs en tant que DRH dans ces 3 catégories sont ceux qui comprenaient le mieux les enjeux. J'entends par là être capable de parler du secteur d'activité, qu'est-ce qui se passe autour de nous, quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les entreprises qui sont performantes en fait. Il faut absolument que la fonction capital humain s'intéresse à qu'est-ce qui se passe autour de moi. Une fois qu'on s'est intéressé à ça, il faut s'intéresser aussi à la stratégie de l'entreprise. Et qui dit stratégie de l'entreprise, c'est les autres blocs organisationnels. Donc, c'est de la redite de tout à l'heure, mais il faut le redire. Comprendre les métiers de la production, comprendre les métiers du marketing avec leurs enjeux, comprendre les métiers de la comptabilité, etc., c'est absolument essentiel. Sinon, comment est-ce que je pourrais être pertinent pour dire à mon collègue directeur de la comptabilité, écoute, je pense que quand je regarde où est en train d'aller l'entreprise, quand je regarde un peu où sont tes enjeux en termes d'organisation, etc., je pense qu'il faudrait que nous puissions recruter un tel ou un tel profil. Il y a en fait que si on part des enjeux, qu'on va être audible en fait vis-à-vis de nos interlocuteurs, que ce soit collègues du comité de direction ou direction générale, voire au-delà. Donc c'est déjà en fait la nécessité de comprendre un peu tous ces éléments environnementaux, que ce soit externe à l'entreprise ou interne à l'entreprise. Premier point, essentiel. Et là, on arrive à parler le même langage que les autres. Je vais faire un parallèle. C'est comme l'informatique. Tant que l'informatique parle en termes techniques, on les laisse dans un couloir au fond, en règle générale, dans les entreprises, et qu'ils s'y débrouillent. Le jour où l'informatique commence à parler business, commence à parler process, ils deviennent les meilleurs potes des métiers. Parce que là, ils servent vraiment le métier. Les ressources humaines, c'est exactement la même chose. L'autre élément, et je sais que c'est difficile parfois pour les professionnels des ressources humaines,
Tu as parlé d'analytique tout à l'heure. Il faut mesurer. Les dirigeants, les autres collègues de comité de direction, et pire encore, les membres de conseil d'administration, ils aiment les chiffres, ils aiment la mesure. C'est ça qui leur parle. Ils sont fabriqués comme ça. Désolé, c'est pas de notre faute, mais c'est comme ça. Ils sont fabriqués comme ça. Et donc, il faut être en capacité pour un professionnel RH de mesurer un phénomène à un moment donné et de comprendre quel est l'outil qu'il faut utiliser pour faire la bonne mesure a priori et donc montrer qu'il y a une difficulté. Et c'est pour ça que l'on mesure des taux de turnover, par exemple. Dire, bah, écoutez, là, je crois qu'on a un petit problème. On voit que le turnover est en train d'augmenter. Il faut qu'on creuse un tout petit peu. Est-ce que le turnover augmente parce qu'il y a de l'insatisfaction au niveau de la rémunération? Est-ce que le turnover augmente parce que on est mal organisé niveau process? Et là, on commence à avoir des discussions intéressantes avec le reste de l'organisation. Donc, il faut mesurer, il faut mesurer, il faut mesurer. Et je pense que sur ce sujet, la littérature, les benchmarks donnent un certain nombre d'indicateurs relativement basiques en termes de contrôle de gestion sociale. C'est une matière à part entière. Le contrôle de gestion sociale qui permet de mesurer les bons indicateurs, de sorte de faire ressortir les problèmes et les identifier. Ce sont les deux grandes conditions. Avoir cette capacité à appréhender, à embrasser en fait l'environnement externe et interne de l'entreprise de manière transversale. Et de l'autre côté, il faut mesurer pour donner de la matière qui parle en fait à ces couches managériales. Ok, très clair. Donc il y a toute une partie nous qui nous passionne d'ailleurs chez Perfengo autour des soft skills. La personne est spécialiste de ce qu'on lui demande de faire de manière opérationnelle. Pour autant, il y a une dimension d'apprentissage, il y a une dimension de curiosité, il y a une dimension d'innovation, il y a une dimension d'interrogation, d'écoute et de recherche, il y a une dimension de benchmark qui est associée à ça, dont tu disais, qui doit vraiment être intégrée dans la mission, avec des temps dédiés. Ça prend du temps, d'une certaine manière, j'imagine. Donc, il faut respecter ces temps-là aussi. Mais aujourd'hui, tu peux pas te positionner, tu peux pas positionner ton influence, faire preuve d'influence si tu adresses pas ça. Et puis après, une dimension plus technique, l'analytique, en tout cas, c'est la deuxième dimension le deuxième volet que tu mets en avant et qui doit permettre de venir argumenter, de venir avec des propos articulés par des indicateurs ou par des mesures de ce que l'on demande pour être entendu. Donc, c'est deux sujets qui paraissent relativement évidents et en fait, c'est intéressant parce que ça demande une démarche très proactive de la part d'un professionnel, quel qu'il soit, mais de se connecter véritablement à son environnement. On en arrive aussi là à un sujet que tu vas adresser peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est la culture. Moi, ça m'intéresse. Alors, on a fait tout un bloc là autour de l'organisation, de sa gouvernance, de sa structure. Et si tu veux bien, on va basculer sur quelque chose, je pense, qui va beaucoup intéresser notre auditoire. C'est la culture. Et tu as mentionné tout à l'heure ces étapes de volume, c'est-à-dire que on est dirigeant d'une entreprise de 20 personnes, et puis de 50, et puis 250, puis on a 300 collaborateurs. Le dirigeant reste le cap, c'est comme celui qu'on regarde, ou en tout cas le pool de dirigeants. Comment est-ce que tu te connectes malgré tout, parce qu'on entend ça souvent. Alors, est-ce que c'est illusoire, mais on entend que ce dirigeant doit se connecter à ses troupes, ce dirigeant doit se connecter à son staff et à son capital humain. Comment tu fais et comment tu justement incarnes cette culture que tu veux que ton organisation porte et comment tu la diffuses, toi évidemment, mais ensuite avec les relais que tu mets en place. Comment je parle de ça maintenant parce que pour que quelqu'un ait envie de continuer d'apprendre, que quelqu'un ait envie de benchmarker, que quelqu'un ait envie de se connecter aux enjeux business, évidemment, il faut qu'il se sente partie prenante de l'ensemble de l'organisation. Et qu'est-ce que ça te demande à toi en tant que dirigeant? J'en profite juste pour poser une question, Gilda, dans la même veine. Il y a quelqu'un ici, alors je ne vois pas le nom exactement, mais qui demande, petite entreprise, une jeune entreprise plutôt, une jeune entreprise, quelles seraient justement les priorités de la structuration RH que tu donnerais, que tu suggérerais à quelqu'un qui a une jeune entreprise, peut-être une entreprise de 3 ans. On a passé le cap des 3 ans et puis tout d'un coup, ça monte en volume. Quel est le focus que je dois mettre?
Donc, voilà les deux axes, si Alors, tu veux bien réagir. alors je réponds tout de suite rapidement à la jeune entreprise. J'ai là arrivé aussi sur le chrono. Il y a un sujet que je veux absolument aborder, sinon j'aurais l'impression qu'on n'aura pas été complet. Très bien. Donc, je vais répondre très rapidement. Sur la jeune entreprise, la performance. La performance, la performance. Parce que quand on est une jeune entreprise, il faut qu'on grandisse vite. Et donc, on peut avoir des processus RH un peu lâches. C'est pas grave. C'est un peu comme tout le reste. On peut avoir des processus RH qui, voilà, on rafistole un tout petit peu. Sur les éléments de rémunération, avantages sociaux, il faut pas trop charger la barque dès le début. L'activité commence à peine, donc il faut pas se créer des charges fixes beaucoup trop élevées. Il faut qu'elles soient bien dimensionnées. Par contre, si on veut embarquer en fait des bons talents dans le début d'une aventure qu'on veut prometteuse, c'est la performance qu'il faut rémunérer. Et là-dessus, il faut y aller comme il faut. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, par rapport à ce que tu évoquais, alors j'ai même presque un peu perdu le fil, c'était peut-être un peu long. Le point que tu évoquais, tu peux juste reprendre rapidement de manière courte. Oui, c'est lié à la culture et ok, ça y je est. voudrais revenir sur ta vie, sur toi. Voilà, exactement. C'est bon, je le tiens. Alors, sur la culture, alors il y a plusieurs aspects au niveau de la culture. D'abord, le premier point, je pense qu'un professionnel des ressources humaines, du capital humain, doit comprendre les deux cultures de l'entreprise. Une entreprise a toujours une culture sous-jacente qui n'est écrite nulle part, mais qui se reflète à travers des codes non écrits, des pratiques, des usages. Et il faut comprendre, connaître un tout petit peu cette culture non écrite. Et après, il y a la culture écrite de l'entreprise, celle qui figure sur les plaquettes, en papier glacé, là. Et ça, très souvent, c'est le souhait de l'actionnaire et c'est ce que l'on vend aux clients, etc., etc. Et tout le travail, en fait, déjà ça aussi, il faut le comprendre, il faut aussi essayer de l'incarner. Pour pouvoir le faire, l'un des éléments, et là j'en viens directement à ce que tu disais, comment est-ce qu'on essaye de porter cette culture d'entreprise? L'un des éléments, c'est des routines. C'est un élément clé, les routines. Mes équipes, une partie des équipes sont là. Il y a quelque chose que l'on fait chaque année, par exemple, au niveau de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire, c'est on part tout le staff 2 jours en province pour lancer l'année. Et là, on parle stratégie, on parle valeur, on fait des team building, etc., etc. Et en fait, en implémentant ces petites routines-là, et il y en a d'autres, en implémentant ces petites routines-là, à la fois on se nourrit directement en fait de ce que sont les membres de l'équipe, mais la somme des individus, j'ai envie de dire, et donc tous les éléments de culture implicite de la société, mais également on rapproche cette culture implicite de la culture écrite sur papier glacé qui est plus explicite, et on essaie d'en faire un tout qui devient la culture d'entreprise. Et là où le dirigeant doit être, j'ai envie de dire, un peu fin, c'est qu'au-delà du capital humain, lui aussi doit être en capacité de comprendre cette culture implicite, d'en voir quels sont les leviers les plus forts, les plus positifs, quels peuvent aussi en être les freins, parce que très souvent d'ailleurs la culture implicite a un certain nombre d'éléments qui ont tendance à freiner, et voir comment, quels sont les leviers qu'il peut utiliser pour la rapprocher de la culture explicite. Et par contre, de l'autre côté, il faut incarner véritablement cette culture explicite. Nous, typiquement, on a des valeurs qui sont simples, le client, la valorisation des hommes et des femmes qui font la société, l'innovation, l'agilité, et puis résultat et culture du résultat et de la performance. Ce sont les 4 valeurs de Suno. Et en tant que dirigeant, je peux t'assurer que tous les matins, je me demande si ce que je fais répond précisément à ces 4 valeurs-là. Et donc, il faut l'incarner véritablement. Donc, en plus de comprendre les 2 blocs de culture, il faut être capable de créer des routines en fait qui viennent nourrir, qui viennent mettre en scène littéralement en fait cette culture-là, qui viennent la matérialiser. Et puis après, en tant que capital humain fonction, en tant que dirigeant, il y a le besoin de l'incarner, il y a le besoin de le répéter, il y a le besoin de le matérialiser par des actes très concrets qui permettent de faire vivre en fait tout ça au niveau de la culture. Et si tu veux bien, parce que depuis tout à l'heure, en fait, on a beaucoup parlé de la fonction capital humain et je voudrais qu'on parle du capital humain en lui-même, en fait. Oui, absolument, vas-y. Et pour ouvrir, en fait, alors, il y a une évolution. Tout à l'heure, je disais qu'en termes d'évolution de vocable, on est passé de service du personnel à service des ressources humaines, direction des ressources humaines, peu importe. Et puis, de plus en plus, on entend capital humain.
pour moi, les mots ont un sens, un vrai sens. Vous savez, quand on parle de ressources, on est plus en train de parler d'un intrant qui permet de produire. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends, c'est l'acception que j'en ai. Quand on parle de capital, on commence à parler d'un actif. Un actif, un actif, il faut aller l'acquérir au bon prix. Ensuite, il faut le maintenir et après, il faut aussi pouvoir le valoriser. Et tout de suite, l'acception est un tout petit peu différente. Le fait d'être passé comme ça dans le monde de l'entreprise, de ressources humaines à capital humain, pour moi, ça traduit un peu ça. On n'est plus sur la vision ressources pour permettre de produire, mais on est plus sur, il faut un actif que je vais maintenir et que je vais faire évoluer. Et puis, la traduction anglaise d'actif, c'est asset. Donc, ça tombe bien, c'était le thème. Et quand on rentre un peu dans cette acception de capital, d'asset, tel qu'on a essayé de le décrire, ça peut peut-être permettre de mieux comprendre. Et vraiment, c'est quelque chose, moi, que j'intègre pleinement dans ce que je fais. Avoir un actif, typiquement une machine. Une machine, c'est un actif pour une entreprise qui fait de la production. Quand un actif est défaillant ou quand un actif s'arrête de fonctionner, c'est la production qui plante. Ou alors, on a des risques d'incendie, ou que sais-je. Donc, on a un impact business véritable. À l'inverse, quand on a un actif qui est bien entretenu, qui est révisé régulièrement avec la surveillance, etc., on n'a pas de problème de production. Bien au contraire, on peut améliorer la production et on peut même améliorer les marges. Et je pense que c'est un peu comme ça que l'on doit, en tant que dirigeant, dorénavant essayer de voir le capital humain. Le capital humain, c'est potentiellement le premier actif pour le coup, mais c'est réel. Et dans l'industrie de l'assurance, il n'y a rien de plus vrai. Comme je dis souvent, on n'a pas de matière première, on n'a pas de machine-outil, on n'a rien. On a juste des hommes pour pouvoir faire le boulot. Et même pour avoir de l'informatique, il nous faut des hommes. Donc, dans notre cas, en tout cas, c'est véritablement le premier actif. Et quand on le pense comme ça, et tout de suite, on se pose les bonnes questions, j'ai envie de dire. Parce que l'actif, pour le maintenir, ça veut dire qu'il faut le former. Ça veut dire qu'il faut l'engager régulièrement, s'assurer qu'il a le bon niveau d'engagement, le bon niveau d'appropriation, et ainsi de suite, pour maintenir le bon niveau de performance. Quand on a une analyse ressources, on a plutôt une analyse coût, en fait. Une ressource, ça coûte. Un actif, ça nous rapporte quelque chose. Si je prends un peu de distance. La vision actif, la vision asset, on est conscient qu'il faut faire de la formation. Il faut pouvoir mieux rémunérer la performance et ainsi de suite. Et après, pour pouvoir bien faire ça, il y a tout un chemin qui part de l'évaluation de la situation aux ajustements, etc. Et l'évaluation continue. Et je pense que ça, il faut vraiment et même au niveau des professionnels du capital humain, c'est véritablement un élément à s'approprier. Et soi-même peut-être dire la notion ressources humaines parle plus bien. Il faut véritablement que je sois dans cette logique d'actif. Et donc, un actif, ça se valorise, ça se maintient. Et en réalité, c'est toutes les branches organisationnelles dont on a parlé tout à l'heure qui viennent faire ce travail de valorisation de l'actif. Excellent. Je pense que c'est très clair. Je pense que ça éclaire. Je vois quelques commentaires. Ça touche vraiment l'entendement, la compréhension de chacun sur la manière d'appréhender, puisque c'est vraiment tu décris comme une base sur laquelle une réflexion peut se développer et du coup avoir une cohérence dans les choix et dans les décisions qu'on peut prendre pour son capital humain à partir du moment où on le conçoit, comme tu viens de le dire, comme une ressource ou du capital. Alors évidemment, on peut filer la métaphore industrielle sur huiler les rouages, sur la maintenance, sur parfois l'obsolescence du matériel. Et on est tous confrontés à des niveaux de transformation et de transition extraordinaires. Ça veut dire que l'humain, aujourd'hui, on arrive à des niveaux de deep learning où la machine elle-même peut se régénérer, mais on est quand même, nous, le plus bel outil de réinvention, d'auto-réinvention, de capacité à se transformer soi-même. Donc, c'est un message aussi fort que tu envoies de ce point de vue-là. Il y a une question qui est posée, qui est peut-être en lien avec ça, dont on parle beaucoup à l'échelle plus peut-être mondiale et occidentale, mais justement, la question est posée dans notre contexte sur la qualité de vie au travail. Tu vois, tu parles de asset. Et donc, tout ce développement, développement personnel, développement des formations,
quel contexte on propose finalement à ce capital humain, à ces individus, à ces équipes pour se développer. On sait que ce sont des sujets, là on est en pleine transition, il me semble, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest sur ce sujet-là. Peut-être que tu peux en dire un mot parce que on va vraiment terminer là-dessus, sur justement, tu parlais des talents tout à l'heure et le sourcing et l'expérience collaborateur et la marque employeur. Alors c'est un grand sujet, mais je pense qu'il y a une petite transition à faire qui est possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça demande? On parle de branding du dirigeant, on parle de la marque employeur, on parle du fait que les talents et même les collaborateurs de manière générale sont beaucoup plus… voilà, ils décident plus facilement de partir ou de venir. Qu'est-ce que toi, quel mot tu peux nous donner? Ça sera d'ailleurs un peu le mot de conclusion. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Gilda? Il y aura un peu de redite parce que tout ce dont on est en train de parler en termes de talent, j'ai envie de dire je sais que tu es un féru de sport, mais donc, du coup, voilà, un petit clin d'œil sur la métaphore sportive. Je pense que quand on regarde des sports comme le foot et autres, la notion de talent, elle est flagrante. Elle est absolument flagrante. Elle est d'autant plus flagrante que voilà, il y a 10 grands clubs de football en Europe qui trustent tout sur les 30 dernières années. Et ça renvoie à la notion de concurrence. Quand il y a de la concurrence et que l'on se rend compte véritablement que l'enjeu clé, c'est qui sont les hommes qui permettent d'être performants, la question du talent, et pas seulement des talents, parce que une équipe, c'est plusieurs composantes. Il y a effectivement les talents, ceux qui vont faire la différence, les Messi, les Mbappé, etc. Mais il y a également tous ceux qui sont le socle et qui font que voilà, ça tangue pas, les défenseurs, et qui maintiennent en fait l'équipe. Mais tout ça doit être absolument cohérent. Il faut être en capacité de garder en fait ce socle organisationnel composé d'individus de bon niveau, d'individus engagés. Et pour ça, je renvoie en fait à mon histoire d'infrastructure RH. C'est ça qui permet notamment de bien asseoir ça. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut être capable d'aller effectivement recruter les bons talents. Et là, effectivement, il y a plusieurs éléments qui jouent. La marque employeur, il y a la marque et la marque employeur. Je pense que la marque Sounou est une marque sympathique du fait de son histoire. Elle attire la sympathie, véritablement, du fait de son histoire, du fait de son positionnement, etc. Mais il faut également qu'on y adosse une marque employeur très forte. Et la marque employeur, c'est la résultante de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'infrastructure RH qui tourne bien? Qu'est-ce qu'il y a en termes de culture en interne qui fait que le lien social dans l'entreprise est un lien social de qualité? Et en fait, ça crée une expérience collaborateur qui, quand elle est diffusée à l'extérieur, vient nourrir la marque employeur. Et à partir de là, on renforce sa capacité à faire le bon sourcing. Là, c'est une sorte de framework qui paraît un peu théorique, mais c'est très réel. C'est très réel. Et l'autre aspect, et c'est à la fois vrai pour les fonctions capital humain, mais j'ai envie de dire pour tout collaborateur et en particulier membre de comité de direction, nous sommes tous des éléments de sourcing. Typiquement, pour ma part, et il y a un peu de branding du dirigeant. Je pense que certains me voient un peu sur LinkedIn. L'une des raisons principales de ma présence sur LinkedIn, c'est que ça me permet de recevoir une dizaine de CV par jour, par semaine plutôt, et du coup, d'être en capacité de se dire, tiens, on a un sujet là sur la partie data, tiens, ce profil-là, pourquoi pas, hop, on le pousse au RH. On est en train de vouloir restructurer l'équipe actuariat, il y a plein de CV d'actuaires qui arrivent, tiens, on pousse au RH. Et on fait grandir comme ça le vivier, et ça nous rend capables, tout le moins ça améliore notre capacité à aller sourcer les bons talents. Donc, il y a vraiment ces deux leviers-là. Encore une fois, l'infra-RH, parce qu'il y a le socle de l'équipe, la colonne vertébrale de l'équipe qui doit avancer, qui doit faire le bon job, et également la capacité à sourcer, à capter, à maintenir et à faire grandir, en fait, les Mbappé et autres de nos industries respectives. Ne me lance pas sur le sport à 16h58, Gilda, c'est pas juste. C'est fait exprès. Parce que comme vous le savez, je tiens vraiment beaucoup
à valoriser votre présence à tous et vous êtes nombreux cet après-midi. Je vous en remercie. Et c'est pour ça que je tiens aussi à ce que le talk dure 60 minutes de cet échange extrêmement intéressant et plein de valeur. Et donc, Gilda, vraiment, vraiment, je te remercie d'ores et déjà. On va dépasser de juste quelques minutes pour que tu puisses donner un dernier mot et t'adresser à cette communauté de professionnels RH qui me semble est en ébullition dans le monde pour différentes raisons. Les États-Unis vivent des transformations et l'Occident de manière un peu globale, mais voilà, on parle de la grande résignation depuis maintenant quelques temps et en fait, ça amène à des modèles totalement différents et à notamment des enjeux sur des générations qui vont arriver sur le marché de l'emploi avec des envies, des requêtes, des capacités totalement insoupçonnées encore. Ici, on est dans des dynamiques de consolidation et encore de construction de carrière un petit peu plus traditionnelle, on va dire, avec des attentes de construction de carrière et d'évolution de carrière un peu plus traditionnelles, mais néanmoins avec tu parlais d'intrants, avec des inputs extraordinaires aussi de capacité d'apprentissage, de capacité d'invention de son propre job. Donc, tu vas nous donner peut-être ce petit mot de la fin pour cette population de professionnels RH qui vit, à mon avis, une aventure passionnante dans ce choix de carrière au sein des organisations. Je te remercie beaucoup. Je remercie beaucoup notre communauté. On était près de 90. C'est top, top, top. C'est vraiment un joli rendez-vous. Gilda, tu fais du branding sur LinkedIn, ça fonctionne. Je te le confirme. Tu as suscité et tu suscites de l'intérêt. On va faire un replay de cette conversation. On va aussi répondre aux questions. J'ai vu que Emma, notre CM, Community Manager, merci beaucoup Emma. Tu as pu répondre et tu as synthétisé pas mal de notre propos. Et donc, merci beaucoup pour ça. Et les questions plus spécifiques, peut-être plus plus personnelles, on y répondra, on va y répondre. Donc, ne vous en faites pas pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir eu de réponse. Il est 17h01. Gilda, je te laisse 2-3 minutes pour, si tu veux bien, t'adresser à notre communauté qui est encore là, tu vois, qui est là. Oui, encore, et donc, je te remercie encore une fois. Et vas-y, je te laisse le micro pour terminer. Alors, deux choses, hein, parce que il y a les deux volets, il y a la fonction en elle-même, et on en a beaucoup parlé, mais il y a également chacun d'entre nous, j'ai envie de dire, qui est un individu composant le capital humain dans son organisation. Pour la fonction, j'ai vu un commentaire tout à l'heure dans le fil de conversation sur la nécessité de se repenser en fait en tant que fonction ressources humaines et devenir véritablement une fonction en charge du capital humain. Le message clé, hein, s'il y en avait un à retenir, c'est se connecter, pour utiliser un mot que tu aimes bien employer, se connecter à son environnement extérieur, la concurrence, se connecter à ses collègues. Et c'est en étant capable de faire ça que finalement tout le reste va devenir beaucoup plus clair. Il faut se connecter, se connecter, se connecter. Et après, tout ce dont on a parlé, infrastructure RH, etc., c'est de la technique, j'ai envie de dire. Mais en termes de soft skills, de transversalité, connectez-vous le plus possible au reste de votre organisation, au reste de votre industrie et de votre environnement. Et maintenant, pour nous tous, j'ai envie de dire, qui sommes du capital humain à la fin de la journée, la recommandation, c'est clair que l'organisation, la société doit pouvoir contribuer en fait à la valorisation de chacun d'entre nous. Mais j'ai envie de dire, nous sommes le premier acteur de notre valorisation. Et à ce titre, et c'est valable pour les professionnels du capital humain, c'est simple. Formez-vous, 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 formez-vous. Ça permet de prendre en valeur, tout simplement, à la fois pour soi-même, et c'est toujours bien de prendre en valeur pour soi-même, mais également pour l'environnement dans lequel on vit. Donc, deux choses, les professionnels du capital humain, connectez-vous aux autres. Et deuxième chose, formons-nous, 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 prenons de la valeur. Chers amis, merci beaucoup, Emmanuel, c'était excellent. Merci à toi, c'était dynamique, c'était plein de valeurs, c'était plein de conseils judicieux et tu nous as transmis l'envie de continuer cette aventure et j'espère pour tous nos participants de se connecter et de se former. C'est top. Merci Gilda. À très bientôt. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, le replay et le rendez-vous du prochain talk très, très bientôt. Très bonne fin d'après-midi. Salut Gilda. À bientôt. Salut, merci à tous. À bientôt. Au revoir, au revoir.
Voilà, Gilda s'est déconnecté. Merci à vous. Vraiment, c'était top de vous avoir. Vous avez été nombreux. Restez connectés à la communauté Perf&Go. On va vous envoyer des news. On va vous envoyer le replay. N'hésitez pas à venir vers nous si nécessaire. Alors, Perf&Go, je vous le rappelle, conseil, service, justement, au service du capital humain, des assessments, de la mesure, développement des compétences, des soft skills. Soyez vraiment à l'aise et venez vers nous si vous avez des envies particulières et tout simplement de poursuivre cet échange autour du sujet lorsque vous aurez peut-être réécouté ce replay et d'ailleurs les précédents, on vous fera parvenir les liens. Voilà, encore une fois, merci à tous. 17h04, 60 minutes de conversation avec un dirigeant et son regard sur les problématiques capital humain et people. C'est le Talk by Perf&Go. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, nous sommes sur tous les réseaux. Voilà. Merci encore à Emma, merci à vous tous et très bonne fin d'après-midi. Bye bye.